Merci Madame la Présidente, merci chère Christine. Merci de m'avoir proposé d'ouvrir ce moment important pour la profession. Et c'est peut-être ou pas un hasard de calendrier, mais cette réunion se tient au moment de la COP25. Donc au moment où les chefs d'État et de gouvernement, les ministres, les entreprises, les acteurs du monde associatif sont réunis à Madrid pour constater que nous n'y sommes pas encore. Nous n'y sommes pas encore pour l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. Nous n'y sommes pas encore pour la neutralité carbone 2050. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas renoncer, ce qui veut dire qu'il faut que tous nous redoublions d'efforts pour se mettre collectivement, acteurs publics et acteurs privés, sur le chemin de cette trajectoire. Et je voudrais saluer l'engagement de l'UFE dans son travail de réflexion, dans son action de tous les jours, l'engagement de ses membres à trouver des solutions et rendre possibles les changements de comportement qui nous amèneront vers cette trajectoire. Alors les enjeux du système électrique en France sont évidemment particuliers, puisque nous avons la chance d'avoir une électricité déjà largement décarbonée. Dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, nous prévoyons une baisse de la consommation d'énergie de 14% d'ici à la fin de la prochaine période, donc en 2028, mais avec une consommation d'électricité stable en valeur absolue, et donc qui augmente un peu en valeur relative, et c'est aussi la reconnaissance de la place particulière que l'électricité joue dans le mix énergétique français. Mais le mix électrique lui-même devra évoluer. Comme vous le savez, la trajectoire que nous avons définie dans la loi et dans la PPE, c'est 40% de renouvelables en 2030, c'est 50% de nucléaire en 2035, contre 72% aujourd'hui. Et puis, c'est la sortie du charbon dans l'électricité en 2022, sous réserve, bien sûr, de la sécurité d'approvisionnement chère au gouvernement et à RTE. Pour la suite, nous devons évaluer tous les scénarios. Et nous devons prendre des décisions structurantes sur le mix énergétique après la mise en service de Flamanville. Alors ce sujet fait beaucoup discuter. Il y a actuellement beaucoup de travaux sur le nucléaire, sur les coûts, sur la capacité à mobiliser la filière, sur sa capacité d'innovation, aussi sur la gestion des déchets. Vous savez que nous sommes à la fin du débat public sur le plan de gestion des déchets. Et puis, comme vous le savez, Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, a souhaité que nous étudions, au-delà de 2030 ou de 2035, un scénario 100% renouvelable, qui puisse reposer sur la trajectoire de la SNBC et qui puisse prolonger les rythmes de déploiement de la PPE. Ce scénario sera travaillé avec tous les acteurs. Enfin, nous avons devant nous des grands défis technologiques, la plus grande interaction entre les réseaux d'électricité et de gaz et le développement des vecteurs de transition, comme l'hydrogène. Et je sais que vous y êtes attachés. Ces défis pour le système électrique s'intègre en fait dans des réflexions plus globales sur l'énergie dans tous les secteurs de l'économie, et en particulier dans tous les secteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Nous devons gagner la bataille des transports, avec de nouveaux usages et le développement de la voiture électrique, et une électrification plus importante telle que prévue dans la SNBC. C'est un sujet d'actualité, puisque vous le savez, les constructeurs automobiles étaient réunis hier avec la PFA. Les normes de réduction d'émissions de CO2 pour les flottes mises sur le marché à compter de 2020 vont s'appliquer. C'est une révolution pour ce secteur. Nous devons l'accompagner. Vous avez cité les bâtiments. Vous savez que c'est un sujet sur lequel je suis extrêmement mobilisée. Les bâtiments, c'est typiquement un secteur dans lequel il n'y a pas de contradiction entre l'ambition climatique et l'ambition sociale, où on peut trouver un rationnel économique et une plus grande justice. C'est la raison pour laquelle je me suis beaucoup impliquée sur la rénovation énergétique des bâtiments avec Julien Denormandie. Et nous avons engagé une réforme pour faciliter, accélérer la rénovation des bâtiments privés, donc des logements des ménages, fondée sur 3 piliers: une simplification des aides, une amélioration de l'accompagnement avec les collectivités territoriales et une montée en compétence de l'offre, avec un énorme travail fait avec les artisans et les professionnels du bâtiment pour solidifier le label RGE et redonner confiance à nos concitoyens dans le système de rénovation. Ceci se fait très largement avec les énergéticiens, vous l'avez dit, je voudrais le saluer, notamment via les certificats d'économie d'énergie que nous mobilisons énormément, à la fois sur l'accompagnement et sur la rénovation elle-même, pour en faire maintenant une des sources majeures de financement individuel
de la rénovation énergétique. Sur ce sujet, le décret sur le volume de la 4e période, qui est un sujet cher à un certain nombre d'entre vous, a été examiné par le Conseil d'État. Il va donc pouvoir être publié dans les tout prochains jours, suite à la concertation que nous avions menée il y a quelques semaines. Le volume retenu est bien de 2133 TWh sur 4 ans, ce qui correspond au même rythme que les 3 premières années de la période. Et puis surtout, nous entamerons rapidement les travaux pour définir les objectifs de la 5e période, parce que je sais à quel point, et vous avez raison, vous êtes attachés à la lisibilité et à la prévisibilité. L'autre grand sujet sur les bâtiments, ce sont évidemment les normes de construction neuve, donc la fameuse RE 2020. Notre objectif est simple et il est clair, c'est d'avoir des bâtiments qui consomment moins en hiver, mais aussi en été, pour faire face à l'évolution climatique et pour être capable de répondre aux défis de l'adaptation. Et ça pendant toute leur durée de vie, c'est-à-dire pendant les 50 prochaines années. C'est pour la première fois une réglementation complètement environnementale qui va prendre en compte les émissions des bâtiments tout au long du cycle de vie. Et nous allons lancer dans les prochains jours les travaux de modélisation sur les émissions des bâtiments pendant la phase de construction, pendant la phase de vie et surtout pendant la phase de déconstruction. Au cœur de la RE 2020 est la question du coefficient d'énergie primaire. Ce coefficient d'énergie primaire a fait l'objet de beaucoup de débats. Je ne vais pas vous donner un chiffre ce matin, mais je peux vous dire qu'il sera décidé dans les prochaines semaines pour que nous puissions rapidement sortir avec une proposition et démarrer les modélisations. Ce coefficient n'est pas le seul à être important. Nous voulons aussi revoir le facteur d'émission des gaz à effet de serre qui doit être revu pour être plus proche de la réalité. En fait, notre objectif, c'est de réduire le niveau d'émission, tout en étant vigilant à ce que les nouveaux bâtiments ne génèrent pas de pic de demande sur la pointe électrique, sujet qui va monter dans les années qui viennent dans un contexte de mutation du système électrique et de développement d'énergies renouvelables par nature plus intermittentes. Ces évolutions doivent donc être prises en compte dans la manière dont nous structurons notre politique publique pour permettre de réaliser cette transition écologique que tout le monde appelle et qui façonnera le pays dans les 30 prochaines années. Les prochaines étapes vont maintenant être rapides. Publication de la PPE au plus tard début 2020. Les derniers réglages sont en cours, ils sont maintenant bien avancés. Ce que je peux vous dire par exemple, mais vous le savez, c'est que sur l'éolien offshore, nous avons entendu la demande des professionnels et la loi énergie-climat a inscrit une cible d'1 gigawattheure en 2024. Et puis je vous remercie d'avoir cité la partie transition des ressources humaines, qui est importante dans la PPE, avec cet EDEC que nous avons signé avec le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, le ministère de la Transition écologique et la profession, pour accompagner les salariés et les territoires concernés. Je pense en premier lieu à la fermeture des centrales à charbon et à la fermeture des 2 réacteurs de Fessenheim, pour lesquels ce travail d'accompagnement est indispensable et nous avons besoin de la profession, mais plus globalement, l'évolution de la montée en compétences pour que la ressource humaine puisse accompagner cette mutation. Voilà, les enjeux sont considérables. La transition écologique est pour l'instant vécue comme une source d'angoisse très forte de la part de nos concitoyens. Nous devons montrer que des solutions existent. Nous savons que des solutions technologiques existent. Nous devons montrer que ces solutions technologiques sont soutenables économiquement. Nous devons montrer que ces solutions technologiques sont soutenables socialement. En fait, nous pouvons et nous devons montrer que nous saurons mieux vivre en France, en Europe, en 2035, que nous saurons mieux vivre dans un monde décarboné, dans un monde qui aura amorcé très fortement cette transformation, que la qualité de vie de nos concitoyens, dans des bâtiments rénovés, dans des transports plus fluides, avec des sources d'énergie plus propres, s'améliorera. C'est le défi qui est devant nous et je sais que vous saurez le relever. Merci beaucoup.